communications et non pas 5. 4 communications. Si Fath Bahri souffrant ne peut être avec nous. Aussi, je dois souligner que je remplace mon ami Chir, qui, pour des raisons professionnelles, ne peut assurer la présidence. La première communication sera donnée par le professeur Leila Blili. Elle quittera juste après la communication, comme elle a aussi des engagements. Donc, je vais lui donner la parole. S'il vous plaît, si c'est possible, 15 minutes. Mais... Merci, professeur. Alors, je suis, comment dire, émue de participer à ce colloque en l'honneur de notre regrettée Mounira Chapoteau. Mais je dirais un mot quand même, participer à un colloque sur ses propres travaux, un colloque qui s'intitule Avant-gardisme et pluridisciplinarité, c'est peut-être un petit peu présomptueux, ce qui n'est pas tout à fait dans mon tempérament. Donc, je ne suis pas vraiment dans l'avant-gardisme. Alors, j'ai choisi comme un sujet, bon, on va dire facile à présenter, qui est un peu une biographie, le genre biographique de Aïcha Beya, sachant tout l'intérêt que Mounira portait justement à l'histoire des femmes. Alors, une biographie, on le sait, en histoire, le genre biographique est un petit peu suranné, maintenant il est un peu dépassé, mais je voulais... Il s'est un petit peu reconstitué, maintenant on fait de la prosopographie, donc ce n'est pas un récit de vie linéaire et plat, mais à partir de cette princesse, je vais essayer de poser des problèmes, puisque maintenant l'histoire, elle doit nécessairement poser des problématiques. Donc, j'ai choisi cette Aïcha Beya parce qu'il se trouve que deux auteurs, deux voyageurs ont parlé sur elle, au début de sa vie et à la fin de sa vie. Et vous n'êtes pas sans ignorer que la reconstitution de l'histoire de femmes est extrêmement compliquée par absence de sources, elles n'écrivent pas, elles ne laissent pas de traces écrites, etc. On est toujours donc dans des sources indirectes et on est toujours dans la représentation. Alors, allez, Aïcha, hein, donc Aïcha Beya, il y a une généalogie là en face. Hein. Non, attends, je l'ai pas. Il y a la généalogie, parce qu'on ne peut pas la. Voilà. Alors, Aïcha Beya, donc, je n'ai que ça de toute façon. Alors, j'ai mis comme question une vie insolite avec un point d'interrogation. Alors, je la présente assez rapidement. C'est la fille de. Alors, je la présente et en même temps, je dis comment cette biographie peut susciter des questions d'ordre plus général, qui dépassent la personnalité de Aïcha Beya. Alors, elle est la fille du bey Hussein, qui a régné donc entre 24 et 35, et d'une femme extrêmement importante, qui est Fatma Othmane II, qui est décédée en 1827. Alors, parler de sa mère est impératif parce que Fatma Othmane, comme son nom l'indique, elle est une descendante donc de Othman Bey. Et ça nous met, si vous voulez, ça nous permet de poser une question justement sur cette continuité sociale des familles au pouvoir. On est habitué à parler souvent d'une manière un peu saccadée de l'histoire des Husseinites, de ne pas chercher le lien avec ce qui a précédé, notamment avec l'époque des Dey. Et là, alors en découvrant que Hassin Bey a épousé Fatma Othmane, ça nous permet déjà de revoir un peu la chronologie. Sur le plan social, sur le plan des mariages, on est dans une continuité de l'époque ottomane. Et à mon avis, si je devais être un peu prétentieuse, je dirais que c'est peut-être l'idée clé un peu de ma recherche. C'est que de revisiter un peu la chronologie, de ne plus regarder l'époque ottomane comme une période un peu saucissonnée,
mais qu'il y a une continuité par les femmes. Alors, cette Fatma Othman est assez célèbre. Elle était, c'est réellement une maîtresse femme que Hussein Bey respectait beaucoup, bon, qui est morte prématurément, assez jeune. Euh, et alors, on dit que Hussein Bey a consenti à faire appel à un médecin, à une césarienne, pour justement que sa femme ne meure pas. Mais en fait, elle est décédée en couche et elle est enterrée à Torbat el-Bey. Alors, donc, Aïcha Bey, la princesse, qui est née en 1819, et alors, elle va être donnée en mariage, en premier mariage, à Shakir Sahib Taba. Donc, comment dire, un mamelouk qui a joué un rôle très important, qui a été donc Sahib Taba, garde des Sceaux, et alors, sur le mariage de Aïcha et de Shakir, nous avons le témoignage d'un Allemand, bon, qui n'a pas assisté au mariage, mais qui a envoyé sa femme au sérail et qui a alors et ce qu'elle décrit du mariage, moi je l'ai un petit peu retrouvé dans les sources, parce que dans les archives, il nous arrive de trouver souvent des listes de dépenses faites pour le mariage. Un mariage ostentatoire, extrêmement, comment dire, riche, etc. Et on découvre aussi le Bey Hussein, qui était un père très attentif, qui a fait la visite de la chambre nuptiale à ses invités, justement, qui ont décrit la chambre, etc. Et la dame nous dit que pendant la découverte de la chambre nuptiale, la bougie est tombée et que on s'est retrouvé pendant quelques minutes dans l'obscurité, ce qui a fait peur au bey qui s'est dit, bon, il y a quelque chose qui va mal marcher puisque cette histoire d'ombre pendant la visite. Alors, effectivement, alors ce mariage qui aurait pu être heureux entre Aïcha et Shakir, alors va mal commencer. Et parce que Aïcha a été un petit peu briefée par sa sœur aînée qui lui a dit quand tu rentres dans la chambre nuptiale, tu écrases le pied de ton mari, et on connaît toutes. Alors, c'est-à-dire qu'elle va. C'est Mounir Fandri, c'est lui qui nous a traduit justement cette relation de voyage de Poclair, hein, de l'allemand vers l'arabe. Alors, et effectivement, la petite qui avait 13 ans à l'époque, elle a appuyé sur le pied de Shakir, alors qu'il a très mal pris la chose. Shakir Sahib Taba est connu pour être un homme extrêmement, comment dire, dur, violent, etc. Alors il paraît qu'il a planté sa femme et qu'il a pris son cheval et qu'il a chevauché de nuit jusqu'à la Mhamdiya, qui était le lieu de sa résidence. Donc, alors le mariage a mal commencé et il va mal se terminer également puisque Shakir est alors assassiné, il est étranglé en 1837 pour présomption de complot. De toute façon, il n'est pas le premier ni le dernier des Mamelouks gendres à être assassiné. Et alors, justement, cet assassinat m'a permis un peu de réfléchir justement à la violence subie par les princesses. Donc, leur vie n'a rien à voir avec un conte de fées. Plusieurs ont été justement, se sont retrouvées veuves très jeunes parce que le bey a, pour une raison ou une autre, a tué leur époux. Alors, ce sera le cas de Rachid, ce sera le cas de Youssef, comment il s'appelle, Ismaïl Sunni, etc. Donc, le fait que les gendres mamelouks soient assassinés est carrément une pratique très courante. Et alors, autre chose, ça m'a permis aussi de me questionner sur les mariages. Bien sûr, en comparant aussi, en multipliant les exemples, hein, Aïcha est juste un exemple, que les filles de Bey ne sont jamais données en mariage à des autochtones. Elles sont exclusivement données en mariage à des Mamelouks. Bon, pour une raison, peut-être qu'on aura le temps d'expliquer. Donc, ce mariage, alors, entre-temps, Aïcha Bey a eu un enfant, Raouf, qui donnera d'ailleurs son nom à la famille.
parce qu'on essaye quand même d'oblitérer, d'oublier complètement le nom de Shakir. Et la famille ou la descendance s'appellera la famille Raouf. Et Aïcha, alors, forcément, elle est redonnée en mariage parce que les princesses ne sont jamais laissées à l'air libre, si j'ose dire. Il faut absolument les réutiliser. Parce qu'on est dans un échiquier où il faut absolument placer et les princesses et les mamelouks. Elle est remariée donc à Gara Osman, un mamelouk également, un militaire qui a participé à la guerre de Crimée en 55 contre, donc du côté de l'Empire ottoman contre la Russie. Alors, est-ce que la vie, la trajectoire de Aïcha, telle que on peut la voir, elle est insolite? Non. En fait, je me suis rendu compte après que pratiquement toutes les princesses ont le même genre de trajectoire, mariées très jeunes, à des mamelouks. Plusieurs d'entre elles se retrouvent veuves, elles sont réutilisées. D'ailleurs, on les réutilise, on les remarie, mais à une allure absolument extraordinaire. Je raconte une anecdote rapportée par Ibn Abiliev pour le mariage de l'une des filles de Mustafa Bey. Son mari meurt de mort naturelle, le premier époux, et elle est remariée. Et Ibn Abiliev, qui était chargé d'écrire le contrat de mariage, a un peu hésité, et le bey l'apostrophe en lui disant mais pourquoi tu n'écris pas rapidement? Il lui dit je suis en train de compter la idda. C'est-à-dire il voulait être sûr que comment on appelle ça la, le délai de viduité, exactement, l'aide, qui est de 4 mois ou de 10 jours, est réellement passé. C'est pour vous dire cette rapidité que l'on a à réutiliser les femmes. Alors, ensuite, donc, je n'ai plus d'informations sur Aïcha Bey. Est-ce qu'elle a vécu dans le palais, ce qui est souvent le cas, parce qu'on est toujours dans des cas de matrilocalité, c'est-à-dire ce sont les princesses qui habitent dans le palais beylical. Elles ne quittent pas, jusqu'à ce que je découvre pour 1888 qu'en fait, elle a quitté le palais et elle vit avec son fils dans la Médina, ce qui est assez exceptionnel. Alors, je me suis un peu posé la question, tout simplement parce que le palais, avec la révolte de Ben Redhem, avec l'appauvrissement de l'État, n'était plus capable de protéger les femmes, n'était plus capable de constituer un havre pour les femmes qui sont veuves, voilà, qui sont... on est dans une époque d'appauvrissement. Le palais du Bardo, d'ailleurs, n'est plus du tout habité par des beys. Le palais du Bardo a été définitivement abandonné. Ahmed Bey déjà, et ensuite Mohamed Bey, il a déménagé à la Marsa. Donc il y a la partie Bardo, El Bortal, Manouba, etc., qui était le centre du pouvoir, avec tous les palais des dignitaires, etc., a complètement basculé vers la banlieue nord, c'est-à-dire de la Goulette à la Marsa. Et ça s'est passé à peu près au milieu du 19e siècle. Et Mohamed Bey est le premier bey à avoir pris le Ksartej comme résidence officielle. Donc on a un basculement du Bardo vers la Marsa. Et le palais du Bardo s'est complètement appauvri. Il ne constituait plus du tout ce centre du pouvoir où on trouvait à la fois vie privée et vie publique, c'est-à-dire le harem était là et en même temps le bey du trône. Donc, Aïcha Bey s'est retrouvée donc à vivre dans la Médina. Alors, comment est-ce que je vais la redécouvrir? Parce qu'on la retrouve dans une sombre affaire de trafic d'esclaves.
Alors, on est en 1888, donc le protectorat est installé et les associations pour la défense de l'abolition de l'esclavage se sont développées. Certes, vous me direz que l'esclavage a été aboli depuis janvier 1946, mais en réalité, il est complètement maintenu. Dans le palais beylical, les esclaves continuaient à être achetés aussi bien les domestiques que les odalisques, c'est-à-dire donc ces femmes qu'on importe d'Istanbul pour être des concubines ou des épouses. Donc l'esclavage n'a pas disparu, alors ni après le décret d'Ahmed Bey, ni après l'époque des réformes, et le pacte fondamental qui reconnaît l'égalité, etc. Donc tout ça, c'est certes des choses qui ont eu lieu, mais dans le palais, on a continué à vivre comme dans le passé, c'est-à-dire à avoir donc aussi bien des odalisques, donc Elgiet, des esclaves blanches, que des esclaves noirs, donc des soudanaises, etc., pour le service. Et alors, le livre est écrit par Honoré de Pontois, qui est quand même un grand juriste assez connu, et je ne pense pas qu'il raconte des blagues, puisqu'il a fait une enquête, et on découvre cette Aïcha qui est complètement, enfin, quand je dis qu'elle participe à un trafic, c'est-à-dire qu'elle fait passer des femmes libres pour des esclaves, en fait. On est dans une identité un peu fluctuante. Alors, une dame, pour peu qu'elle soit noire, tout de suite, on la considère comme une soudanaise, comme donc une noire. On les garde dans les maisons et par la force. Et une de ces femmes, de ces esclaves, a eu une relation galante avec Raouf, donc le fils de Aïcha. Elle a eu un enfant. C'est en 88, et on accuse la princesse justement d'avoir tué ce bébé, ce nouveau-né, en frappant la tête contre le mur. Allez, j'ai fini. Et donc, alors, est-ce que cette histoire est vraie ou pas vraie? En tous les cas, puisqu'on parle de pluridisciplinarité, peut-être qu'on aura besoin d'un psychologue pour nous dire que si, bah oui, que si quelqu'un a vécu dans la violence, il est capable de produire de la violence. Voilà, donc, pour finir, puisque le temps... Alors, est-ce que Aïcha Bey a eu une vie insolite? Je dirais que non, que toutes les princesses pratiquement ont les mêmes trajectoires, les mêmes récits de vie, c'est-à-dire qu'elles sont dans le cœur du pouvoir, elles sont sujettes à beaucoup de violences. Alors, pour finir, Aïcha Bey est enterrée في تربة البي. Notre collègue Ahmed Saadewi donc a recueilli l'épitaphe. Donc elle n'est pas morte en 89 comme je le pensais, mais d'après sa pierre tombale, elle est morte en septembre 88, donc comme toutes les princesses. Et je vous comment dire, conseille vivement d'aller voir le Turbat el-Bey, on apprend énormément de choses. Voilà, alors j'espère avoir été fidèle à l'avant-gardisme et à la pluridisciplinarité. Merci. C'est toujours passionnant de vous écouter, chère Leïla. Vous Je pouvez... suis désolée pour mes collègues qui vont parler. J'ai un engagement et on m'a très mal programmé, Fauzi. Oui, Je suis Allah. obligée de vous quitter, mais je reviendrai demain. S'il S'il y a des questions, je répondrai demain. Alors, on va voir une autre vie insolite, celle de Saint-Fulgence de Ruspect. C'est Madame Samira Sili qui va nous parler de ce personnage très important. Allez-y, Madame. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs et en particulier mon ami Fawzi Mahfouz pour cette initiative. J'ai tenu à participer à cette rencontre en hommage à ma professeure Mounira Chapoutot. Merci. Alors, je vais vous présenter l'itinéraire d'un religieux, un moine, abbé, évêque, qui s'appelle Saint Fulgence de Ruspe, ou Ruspé. Alors, Fabius Claudius Gordianus Fulgentius. Je passe la carte.
Alors, l'itinéraire de ce moine évêque nous a été relaté par son biographe, l'abbé Ferrand, donc, qui a écrit Vie de Saint Fulgence, donc désormais citée comme Vita. Donc, cette biographie a été écrite après la mort de l'évêque et l'abbé Ferrand était un de ses compagnons. Donc, cette tradition, donc les biographies, cette tradition s'inscrit dans la littérature biographique comme celle écrite par Postidius de Calama pour saint Augustin. La Vita a une très grande valeur historique dans la mesure où elle nous renseigne sur la carrière de Fulgence et la situation de l'Église d'Afrique. Alors, Fulgence de Ruspe, 468-533 après Jésus-Christ. Il appartient à une très noble famille de Carthage. Ses grands-parents faisaient partie des sénateurs des sénateurs de Carthage. Carthage, la très splendide colonie. C'est-à-dire, donc, faisait partie donc, de l'aristocratie de Carthage, c'est-à-dire, il occupait les magistratures municipales, et ce qui supposait de très grandes responsabilités, en particulier des responsabilités fiscales, qui étaient donc une très lourde charge, surtout à partir de la fin de l'Antiquité. Après avoir perdu une partie de leurs biens, les parents de Fulgence possédaient encore de vastes domaines au sud de la Byzacène. Son père, Claudius, fils de Gordianus, sénateur, avait donc probablement une origine romaine. Donc ils étaient probablement des Romains de souche qui se sont installés à une époque non déterminée pour le moment en Afrique. Sa mère s'appelait Mariana et aurait eu des origines plus modestes, une famille donc de chevaliers, peut-être originaire de la région du nord-ouest tunisien, autour de Mousti, Tuga, Sika Veneria ou Kimaïous, mais plus probablement à Sika Veneria dans Kilkef, où les vétérans de Marius se sont installés. Donc sa mère était chrétienne, selon le biographe, mais le père semblait être païen. Donc il y a ici une ressemblance à relever entre Saint Fulgence, les parents donc, de Saint Fulgence de Ruspe et les parents de Saint Augustin. Alors, quand Genséric le Vandale prit Carthage en 439, il dépouilla les sénateurs de la ville de leurs biens et les avait chassés de Carthage. Gordianus, donc le grand-père de Fulgence, quitta l'Afrique vers Rome, où il avait de la famille. Quand il mourut, son fils aîné Claudius revint à Carthage, peut-être pour retrouver ou bien récupérer une partie des biens de ses parents, profitant d'une accalmie par rapport aux persécutions, persécutions des catholiques. Donc la maison qu'il possédait donc, à Carthage fut donnée à des prêtres ariens. Donc les biens, bien sûr, il faut là ici relever que l'histoire de l'Afrique proconsulaire est différente de l'histoire de l'Afrique de la Byzacène à l'époque vandale. Pour la proconsulaire, les terres riches, donc les domaines, ont été partagés entre les vétérans vandales. Par contre, pour la Byzacène, elle a été donc le lot du roi Genséric et il a gardé presque intactes les structures foncières. Pour cette raison, donc, Claudius s'est installé en Byzacène, donc à Télepte en particulier, où naquit Fulgence en 468. Fulgence donc s'est occupé au début de la gestion des biens de la famille au cours, avant de prendre la fuite et de se lancer dans une série de voyages.
Alors, pourquoi justement Fulgence, on va le voir plus tard, pourquoi Fulgence a quitté donc, la gestion de ses biens, sa famille, la richesse, etc. et il s'est lancé dans une vie d'ascétisme total. Ça, on va le voir plus tard. Donc, de Télepte, alors après sa conversion à l'ascétisme, il s'est réfugié dans un monastère. Donc là, sur la carte, vous le voyez, donc c'est le numéro 1, donc le Praesidium Diolel, aux environs de Télepte. Et ce phénomène de monastère, de construction de monastères, donc le phénomène du monachisme, était très répandu donc, en Afrique chrétienne à l'époque vandale, mais date depuis le IVe siècle surtout, avec donc Saint Augustin. Et selon Ménage, l'Afrique comptait une cinquantaine de monastères à l'époque vandale. Et ces monastères étaient aussi bien monastères d'hommes que de femmes. Il semble donc que le phénomène donc remonte, disons, à la fin du IIIe siècle. Alors, le premier monastère, le Praesidium Diolel, Fulgence s'est réfugié donc dans ce monastère où il a retrouvé son ami Faustus, évêque. Et ce Faustus a été relégué par le roi vandale Hunérique et il a construit donc dans le lieu de son exil, pas loin donc de Praesidium Diolel, un monastère vers lequel donc se réfugia Saint Fulgence quand il décida de devenir moine à la grande déception de sa mère Marianne, qui va reprendre la gestion et la responsabilité de la gestion d'un grand domaine. Fulgence, donc là, vous voyez sur la carte, c'est le 1 et le 2, premier monastère, deuxième monastère. Fulgence fut admis dans la communauté de Saint Faustus, mais avant cela, il devait se dépouiller de tous ses biens qu'il a légués à sa famille et non pas à l'Église. L'usage donc de léguer les biens quand on devient moine religieux d'une manière générale, les biens à la famille, à l'Église, pardon, explique l'origine des biens de l'Église qui étaient très riches à cette époque-là. Les moines disposaient en toute liberté de leurs biens. Plusieurs d'entre eux en firent don à l'Église, mais Saint Fulgence a laissé ses biens à sa famille pour continuer à vivre dans une certaine aisance. Donc pour le deuxième monastère, à côté donc, de Praesidium Diolel, c'est de 495 au début de 496 que Saint Fulgence s'est installé dans ce monastère puis il s'est réfugié dans un autre plus petit, avec une toute petite communauté, mais à partir de 484, il y a eu les incursions des Maures dans la région de Télepte, et donc autour de dans toute la région du sud, du centre, c'est-à-dire le sud du centre-ouest, et ils étaient donc obligés de fuir vers le nord. Donc vers 497, donc fuite du deuxième monastère. Cette date donc, correspond aux incursions des Maures et elle est illustrée également par des documents trouvés dans les environs de Télepte. Il s'agit des tablettes Albertini, qui sont des documents, des contrats d'achat et de vente datables donc, de cette période-là, et découverts donc, à 65 km à l'ouest de Capsa. Les dates des contrats que présentent ces documents s'arrêtent à la date du 21 avril 496. Donc là, les incursions morts sont bien datées donc, à partir de ces documents. Donc de là, les deux moines gagnent le territoire de Sicca Veneria en proconsulaire. Donc ils remontent vers la proconsulaire. Donc Sicca Veneria est décrite par la Vita comme étant une région riche,
mais entre Télepte et Sika Veneria, c'est un pays méconnu, presque inconnu selon le récit de la Vita. Et il faut arriver aux environs du Kef, de Sika Veneria, pour retrouver la prospérité connue de la région. Là, il y a donc un problème parce que justement, toute la partie qui s'étend de Télepte jusqu'à Kef était une région riche. Et les enquêtes archéologiques l'ont bien démontré. L'occupation romaine s'y est donc établie jusqu'à l'Antiquité, jusqu'à la fin de l'Antiquité. Pour la partie nord, pour la partie sud, par exemple, c'est-à-dire le centre-ouest, donc la Haute-Byzacène, mais pour le nord, il faut compter, c'est-à-dire jusqu'aux premières incursions des Arabes musulmans. Donc là, on ne comprend pas très très bien pourquoi cette mention de pays inconnus et presque hostiles, et on retrouve la description de Salluste au début de la conquête romaine. Donc après Sika Veneria, où ils ont été très maltraités par un prêtre arianiste, les deux moines, Félix, les deux religieux, Félix et Fulgence, regagnèrent donc avec leurs moines la Byzacène et se sont installés aux environs de Mididi, Hanshir Mid, vous voyez donc sur la carte, le monastère numéro 3. Mided est une ville importante, une ville romaine qui se trouve donc à environ 20 km au nord-ouest de Tella. Et les deux amis ont fondé là, à Mided, le 3e monastère. Fulgence donc ne resta pas longtemps à Mididi. Une fois le monastère construit, il quitta pour l'Égypte. L'année suivante, donc, Fulgence rentre en Afrique, donc vers 500, aux environs de la ville de Ruspe. Donc là, il va s'installer sur le littoral. Donc, après son exil en Égypte, et puis elle a fait un peu le tour l'Italie, la Sardaigne, ensuite il est rentré en Afrique. Donc, le gouverneur de la Byzacène, Sylvestre, qui était catholique, a offert à Fulgence un terrain très bien situé, d'après la Vita, qui était éloigné des frontières et se trouvait à l'abri des incursions des barbares, des morts. Et ce terrain était approprié à la construction d'un monastère. Il était éloigné donc des régions montagneuses qui étaient des régions dangereuses. La Vita précise aussi que le terrain était très fertile et très approprié à la céréaliculture. Et la Vita mentionne également que ce monastère s'est très vite développé. La communauté chrétienne installée s'est aussi développée, d'où des problèmes matériels pour l'entretien de ce monastère. Mais justement, la Vita précise que le monastère est bien établi parce qu'il se trouve aux environs, parce qu'aux environs, il se trouve de grands propriétaires riches, catholiques, non pas arianistes, donc qui ont aidé ce monastère et ont approvisionné la communauté catholique qui était établie. De là, donc encore une fuite. Saint Fulgence se dirige vers la région de Yunka, peut-être, donc là tout à l'heure on discutait avec si Fauzi me disait, c'est l'archipel de Qarqna, peut-être dans l'île de Sefnou, où il s'est installé, donc là c'est à développer. C'est installé, il y a, c'est vrai, des traces d'installation de l'époque tardive, de l'Antiquité tardive sur cette île-là. Donc, de là, encore une fois, une autre fuite, et finalement, il a été forcé, donc par la force, de s'installer
à Ruspe, la ville de Ruspe, où il devint évêque. Donc, Ruspe, elle est située entre Selectum au nord et Tina au sud. Donc, une série d'installations de villes, surtout, signalées par la table de Peutinger. Elle se trouve aussi sur une voie romaine venant de Tisdrus. Ruspe était une grande ville de grand renom, illustre, d'après la Vita, et de grande opulence. Elle est habitée par des gens clarissimes, appartenant à la notabilité. D'autres, donc, appartenant à la notabilité. Donc, c'était une région fertile, bien occupée, et selon les explorateurs et les voyageurs, cette région renferme un grand nombre d'installations rurales, une forte densité donc, de culture, et il est impossible, donc je cite, impossible de parcourir ce pays sur plein d'un kilomètre sans rencontrer des vestiges remontant à la période romaine. Donc des vestiges comme des structures hydrauliques, surtout des citernes, des puits qui indiquent une forte occupation humaine parce que ces installations sont pour l'usage domestique. Et à part, bien sûr, des installations et de la céramique qui date de la période non seulement antique, mais aussi médiévale, des vestiges d'une fortification, des pressoirs à huile, à part les vestiges d'une oléiculture et d'une arboriculture très prospère. Maintenant, bon, presque, j'ai terminé aussi. Alors, Ruspe fut pillé par les morts juste après le décès de Saint Fulgence de Ruspe, donc 533. Et la Vita nous renseigne sur les ravages commis par les morts. Au début, seul Ruspe a été épargné, mais à partir de 526, donc toute la Byzacène a été pillée et ravagée par les incursions morts. Pour conclure, mais là rapidement, la Vita, à part qu'elle nous relate donc l'itinéraire un peu atypique d'un évêque, c'est l'évêque de Fulgence de Ruspe, elle nous renvoie à des réalités économiques de l'époque. Réalité sur le monde rural, donc la continuité de la propriété foncière domaniale, surtout en Byzacène, la richesse aussi de ce territoire, que ce soit à l'ouest ou bien aussi à l'est. Elle nous renvoie aussi à ce grand phénomène, le développement du monachisme, qui mérite d'être développé davantage parce que construire au moins 5 monastères, donc il faut des terrains, il faut beaucoup d'argent, il faut de l'investissement, et cela montre la force et la richesse de la communauté catholique établie malgré malgré la persécution, malgré l'arianisme, la communauté catholique reste forte. Et je vous remercie de votre attention. Merci, très chère Samira, pour cet exposé vraiment très intéressant. Très rapide. Et rapide aussi, mais c'est bien dit. Alors, je vais donner la parole à Sahmida Toukebri de l'Université de Sousse qui va nous parler d'un personnage, pic de la Mirandole et l'islam. Lui, la parole. 15 minutes, s'il vous plaît, Ahmida. Alors, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, pour me limiter au temps qui m'est imparti, je dois abandonner mon exposé un peu parce que c'est long, une vingtaine de pages sur un personnage. Oui, il est intéressant, un personnage qui a construit son projet en récoltant des sources antiques, grecques, latines, païennes, mais aussi des sources islamiques, un certain nombre de thèses qu'il comptait proposer au débat public. Alors, qu'il y ait
déjà, Jean Pic de la Mirandole, c'est un conte, hein, c'est un conte de une seigneurie féodale qui s'appelle Mirandole. À côté de Mirandole, il y a une autre seigneurie féodale aussi qui s'appelle Concordia, dans le nord-est de l'Italie, non loin de Parme, et entre Parme et Pérouse. Alors c'est un conte donc qui eut une vie très courte et assez tragique parce que il avait un projet de un homme universel autour d'une humanité universelle, autour d'une foi universelle, et pour cela il était s'introduire, mais alors là, dans une introspection, une étude approfondie de toutes les cultures et toutes les civilisations antiques jusqu'à son époque, fin du XVe siècle. Il est mort dans les années 90 du XVe siècle. Son projet de concorde universelle venait après tout le Moyen-Âge et les guerres entre religions. Les croisades ne finissaient pas de finir, mais en Espagne, c'est la folie inquisitoriale. Et puis, très tôt, la réforme protestante va déchirer la chrétienté. Et c'est au milieu de tout cela que Jean-Pic de la Mirandole proposait une réinvention de l'homme, débarrassé des cultes et des cultures. Et il était très sérieux en cela, parce que il a mis en place 900 thèses de consistances différentes, des thèses en philosophie, en théologie, cosmogonie, mathématiques, physique, chimie, et ainsi de suite. 900 thèses qu'il voulait proposer au débat public entre tous les savants de son temps, sous la présidence du pape Innocent VIII, et que toutes ces thèses, en fait, traduisaient la concorde universelle qui, selon lui, se cache derrière les contradictions culturelles ou théologiques. C'est-à-dire que pour lui, la vérité universelle existe, mais il faut la faire ressortir par le débat. Et la concorde universelle entre les hommes, elle aussi existe, mais il faut savoir la faire révéler en s'intéressant à toutes les cultures et toutes les disciplines du savoir humain. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, le christianisme et le paganisme n'étaient pas si opposés que cela. Les mots et les chiffres, pas du tout non plus, ils n'étaient pas si opposés que cela. Il disait que les mots servent à dire la vérité et les chiffres servent à la démontrer. Concorde et accord aussi entre le christianisme et l'islam, entre la théologie et la philosophie. Bref, son projet est
extraordinairement ambitieux, complexe. Et c'est pour cela que les thèses visaient non pas la discorde, mais la concorde. Et il est allé chercher chez les auteurs musulmans. Par exemple, il a récolté 41 thèses d'Averroès. D'Avicenne, il a pris 13 ou 14 thèses. De Ibn Bajjah, de Abu Ma'shar al-Balkhi, de tous les penseurs de l'islam, il en avait une, je mets cela entre guillemets, une parfaite connaissance parce qu'il a étudié l'arabe, appris l'arabe. Ses maîtres étaient Elie Médigo et Flavius Mithridate, qui étaient des enseignants de l'arabe et de la pensée aristotélicienne telle que présentée par Averroès à Padoue, Padova. Et il a donc appris non seulement la langue arabe, mais aussi la pensée islamique à Padoue, puis à Florence, et ensuite il est allé à Pérouse pour perfectionner tout ça. Du coup, dans sa bibliothèque, il avait tous les livres des penseurs de son temps et surtout Averroès, parce que depuis le XIIe siècle jusqu'au XVe, toute l'Europe était les siècles d'Averroès à ce moment-là en Europe. Et il avait une traduction latine du Coran aussi. Du coup, il est allé chercher dans les livres des penseurs musulmans, mais aussi dans le Coran, ce qui allait soutenir son projet. Et il disait par exemple que le droit chemin vers Dieu, c'est le prophète de l'islam qui l'indique en disant que si vous déviez de la voie de Dieu, c'est à ce moment-là que toute l'humanité sera perdue. Et après qu'il fasse cette démonstration, il ajoute, point virgule, et il avait raison, Mohammed, et il avait raison. Donc, on a bien compris que son projet allait mettre sur la table un projet de concorde universelle. Les 900 thèses ont été introduites en introduction par un livre, du coup, mais lui aussi, alors il a composé un livre pour introduire les 900 thèses, dont le titre est de la dignité de l'homme. Il peut pas manquer son sujet en précisant le titre de son préface introductive, mais assez longue, et dont la première phrase est une citation de Abdullah ibn Salem, un compagnon de Mohammed. يتحدث عليه الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني يتحدث عليه longuement en rapportant donc Abdullah ibn Salem qui disait que dans tout l'univers il n'y a pas plus précieux que l'homme. Du coup, on a bien compris que son projet profondément humaniste tirait des arguments de toute la culture de son époque et toute la culture depuis le paganisme. Il n'avait pas de problème plus que ça
entre le paganisme, le christianisme, les religions, parce que pour lui, la foi se passe des dogmes qui sont des tentatives plus ou moins théologiques, culturelles pour saisir l'être divin. Et pour cela, donc, la foi demeure pour lui supérieure au culte et aux cultures. Le projet, donc, il est présenté, l'Église le prend, ils doivent l'examiner, hein, examiner le projet, examiner toutes les thèses. Et alors, ils ont jugé que 13 des thèses étaient subversives, n'étaient pas recevables. Par exemple, il y a une thèse dans laquelle Pic de la Mirandole dit que nulle science ne peut démontrer la divinité du Christ sauf la magie. Alors ils lui disent non, non, mais ça ne marche pas. Et alors pour lui, justement, là, c'est autre chose. La magie, il y a de l'acceptable dans la magie parce que l'une des thèses de Pic, c'est que la magie, c'est une connaissance intuitive qui n'est pas en contradiction avec la connaissance logique. Du moment que toute science converge vers un point, à savoir la connaissance de Dieu. Bon, pour lui, donc, il n'y a pas de contradiction. Toujours est-il que 13 des thèses ont été jugées irrecevables, hérétiques, et que Pic est allé les reformuler pour les faire accepter et finalement pouvoir débattre publiquement en Italie avec tous les savants de son temps autour des thèses concordantes de toutes les cultures et de toutes les religions du monde. Ceci n'a pas abouti parce que, je prends 2 minutes, 2 minutes. Ça n'a pas marché parce que à la sanction partielle était venue la sanction entière de toutes les thèses et ils sont jugés toutes anti-chrétiennes parce que, soi-disant, le pape Innocent VIII disait que cela donnait une valeur, une considération dont on n'a pas besoin aux ennemis de la chrétienté. Les thèses sont brûlées et Pic est excommunié pour quelque temps plus tard et il est assassiné par un valet de chambre dans des circonstances, disent les sources, mal élucidées. Bon, je m'arrête là parce que ça devient trop compliqué. J'espère que ça donne une idée sur un problème, un personnage et un projet. Merci. Merci vraiment beaucoup pour cet exposé qui nous fait découvrir un personnage inconnu, assez souvent et atypique finalement, et très intéressant à la fin. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Si Mohamed Jawedi, professeur lui aussi, je crois qu'il est à la retraite comme moi, jeune retraité. Hein? Al-Masira Siyasia. Donc, il va nous parler en français, je crois, le parcours politique de... Voilà. Donc, le parcours politique
de Shabath ibn Rib'a al-Riyahi, Sayyid Bani Tamim al-Koufa, au 1er siècle d'Hégire, 7e siècle après. Donc, cette intervention porte donc sur le parcours politique de Shabath ibn Rib'i, Sayyid Bani Tamim al-Koufa, et parmi donc les plus éminents leaders de cette ville au 1er siècle d'Hégire, 7e siècle, et notamment pendant la période omeyyade. Bon, la période omeyyade, c'est-à-dire de la fondation de cette dynastie jusqu'à sa mort en 70 de l'Hégire. Donc, j'ai choisi d'aborder cette communication en deux grandes parties. La première dresse un portrait de Shabath ibn Rib'i et la deuxième traite de son parcours politique. Donc, je commence évidemment par son portrait, et donc son nom est Shabath. Donc, je ne sais pas comment. Si, à la page suivante. Donc, ce n'est pas la peine de citer la bibliographie. Donc, Ibn al-Athir, Ibn al-Aduri, Ibn Sa'd al-Tabari, etc. Donc, en ce qui concerne les ouvrages Aïd Dos, le Paris biographique, Madeleine, la biographie Paris, etc. Donc, ce sont essentiellement la liste biographique très succincte que j'ai utilisée dans cette intervention. Donc, je reprends donc son portrait et je commence par sa généalogie. Il est de la filiation de Banu Yarbou ibn Hamdala, qui constitue déjà une branche de la vaste confédération tribale de Tami. Il est né à Badit l'Irak, c'est-à-dire essentiellement la région de An-Najaf al-Mutanna, aujourd'hui qui se situe au sud-ouest de l'Irak sur la frontière de l'Arabie. Donc, il est né vers 20 de l'Hégire et mort en 70, c'est-à-dire qu'il était donc longévif. Il a vécu 90 ans. Et il était encore un mukhadram, c'est-à-dire qu'il a atteint la période pré-islamique et donc, effectivement, la période islamique. Donc, il était à la fois un shérif et un saïd de Banu Tamim. Donc, il faut ici faire la distinction entre le vocable shérif et le vocable saïd. Shérif renvoie à celui qui appartient à l'élite tribale, essentiellement en raison de sa haute lignée, alors que le mot saïd signifie une fonction. Hein. Saïd est choisi par les décideurs de la tribu pour diriger et superviser, avec leur concours bien évidemment, les intérêts de la tribu. Mais nous constatons que pendant la période islamique, l'État s'ingérait dans les affaires de la tribu pour désigner un sayyid ou un maître ou un raïs, raïs Kabila, qui le convient. Donc, d'après les traditions, la contribution de Shabath dans les événements de son époque dénote qu'il s'agit essentiellement d'un guerrier courageux. Et on va voir par la suite comment se manifeste ce courage. Mais il était étiqueté aussi comme un badawi, dur et brutal. Donc les traditions donc, le décrivent comme badawi jef, wajilf, waghalid tiba. Donc ça c'est grosso modo en ce qui concerne un portrait de ce personnage. En ce qui concerne donc le parcours politique de Shabath, donc on peut dégager deux périodes tellement différentes. Une première période qui s'étale jusqu'à, disons, la naissance de la dynastie omeyyade, et une deuxième période donc pendant la période omeyyade. Donc ce sont deux parcours différents. Donc, je commence par la première, c'est-à-dire le parcours qui le caractérise avant donc, la fondation de l'Empire ou bien de la dynastie omeyyade. Donc, il a passé, comme je viens de le dire, sa jeunesse à Badit l'Irak. Les traditions le mentionnent pour la première fois pendant les guerres d'apostasie, c'est-à-dire en l'an 11 de l'Hégire, comme partisan de Sajah Bint al-Harth, prophétesse donc de quelques clans de Tami. Et précisément, lorsque celle-ci, venant de Mossoul, parce qu'elle est venue de Mossoul et
arriva avec son armée à la région de Yamam, terre de la tribu de Bani Hanifa, et qui était bien sûr à cette époque sous le contrôle de Moussaïlima. Donc, il ne figure pas dans ces traditions parmi donc, les chefs de Tamim. Tabari, par exemple, nous relate ce qui suit. Toute la troupe, se dirigea donc sur le Yamam vers Moussaïlima, ceux des Bani Tamim qui avaient cru à Sajah, et il nous cite bien sûr les chefs de tribu, mais il n'est pas cité parmi ces chefs. Alors il était cité comme Mu'adhin de Sajah. Tabari nous relate ce qui suit, donc voilà. À son arrivée à Yamam, c'est-à-dire Sajah, elle se livra à Moussaïlima et le mariage fut consommé sur le champ. Donc, c'est-à-dire, je relate ou bien je reproduis ce que dit At-Tabari. Après être restée chez lui 3 jours, elle retourna vers son armée. On lui demanda ce qu'elle avait conclu. Elle disait que Moussaïlima a le caractère prophétique et qu'il l'a épousé. Un des, bien sûr, des chefs de tribu qui s'appelle donc Outar ibn al-Harb lui disait: t'a-t-il donné un cadeau nuptial? Non, répondit Sajah, et donc elle retourna par la suite auprès de Moussaïlima et lui dit que ses partisans réclament un cadeau de noces. Donc Moussaïlima lui demanda qui est un Mu'adh, et donc elle répondit qu'il s'agit de Shabath. Et donc Moussaïlima le convoqua et lui demanda d'informer les fidèles de Sajah que le cadeau de noces consiste à l'exemption de 2 prières, celle de Fajr et celle de Isha. Une tradition del Kalbi, le fameux généalogiste, bien sûr, qui a vécu au Xe et au IIIe siècle, nous relate que la plupart de Banu Tamim, de la région de Aram, n'accomplissent pas ces 2 prières tout au long du Xe siècle. Donc, c'est la première fois que les sources le mentionnent. Après en avoir fini avec les guerres d'apostasie, Shabat, embrassa l'islam et il participa à la conquête de l'Irak. Une tradition le mentionne avec son père à la bataille de Bouaïb. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que le temps presse. Donc, par la suite, tout au long de la fitna, Shabat s'avère comme un personnage lunatique, avec un comportement, si vous voulez, avec un comportement politique très changeant. Il change rapidement d'avis et d'appartenance politique. Il passe d'un champ à l'autre. Et on va essayer maintenant de montrer ce comportement lutanique. Donc, les sources le citent parmi les rebelles de Koufa contre la politique de Othman. Par la suite, à la veille de la bataille du Chamou, il sauta à la cause de Aïcha lorsqu'elle dénonçait l'injuste meurtre de Othman. Et c'est certainement pour cette raison qu'il n'a pas participé à la bataille du Chamou aux côtés de Ali. Donc, par la suite, ultérieurement, il apparaît comme l'un des plus proches de Ali à la bataille de Siffin. Tabari raconte à cet égard qu'Ali envoya à Muawiyah 2 délégations dont faisait partie Shabat, et je ne vais pas donc entrer dans les détails. Au cours de la bataille de Siffin, les récits le mentionnent comme l'un des commandants les plus fervents et les plus courageux de l'armée de l'Irak. Bien sûr, à côté d'Ali. Après l'arrêt du combat, et déçu par l'arbitrage, il rejoignit les Muhakkama. Donc vous voyez qu'il change de camp à l'autre. Donc les Muhakkama, c'est-à-dire ceux qui étaient contre la cessation des combats. Mais très rapidement, il va regagner de nouveau le camp de Ali ibn Abi Talib. Donc, ce parcours, donc je passe à son parcours à l'époque omeyyade. Il s'agit donc d'un parcours complètement différent de celui qu'il a distingué durant la période de la Khilaf al-Rashida. Au cours de cette période, il devint Sayyid Beni Tamim, voire de toutes les tribus de Moudar, parce que Tamim faisait partie de la confédération, de la grande confédération tribale de Moudar, et l'un des dirigeants les plus éminents de cette ville, surtout après l'assassinat du chef tamimite Ma'qil ibn Qais al-Riyahi par les Khawarij. Donc il va donc en profiter et devenir le maître de toute la tribu de Tamim, mais à Kouf. Donc 3 facteurs essentiels
lui ont permis d'accéder à cette souveraineté. Donc, je cite les 3 facteurs. L'aristocratie tribale dotée d'une autorité importante au sein de leur tribu, y compris bien sûr celle de Tamir, s'était installée dans la ville de Basra et non pas à Koufa. Donc ces tribus venues sur le retard en Irak à la région de Bahreïn, donc sur le retard bien évidemment après l'achèvement des conquêtes, alors que Koufa se trouvait essentiellement, à Koufa se trouvaient essentiellement des fragments de tribus. Il n'y a pas donc ce qui veut dire par conséquence qu'il n'y a pas de grands chefs tribaux qui fixés à Koufa. Donc, je veux dire ici, bref, qu'ils n'auraient pas pu accéder à la souveraineté des Banu Tamim s'ils étaient de Basra. Donc, il faut faire la distinction entre Koufa, bon, à l'exception, hormis, bien sûr, quelques fragments yéménites, essentiellement de Kinda, donc, dont, bien sûr, Ash'af ibn Qais al-Kindi, etc., à Koufa se fixaient essentiellement à cette époque des fragments des tribus, alors qu'à Basra, l'aristocratie tribale était, bien sûr, très importante dans cette ville. Donc, par exemple, une simple comparaison du point de vue Sharaf al-Ahnaf, chef des tribus de Basra, surclasse de loin Shabeth. Parce que al-Ahnaf abrite à Basra alors que Shabeth à Koufa. Donc, ça c'est le premier facteur qui lui a permis d'accéder à cette souveraineté. Deuxième, donc, si vous voulez, facteur, c'est sa filiation à une alliance politique composée, bien sûr, de l'aristocratie de cette ville. Donc, et c'est ici qu'on peut faire recours à l'approche de la biographie modale, c'est-à-dire, je définis, décentrer l'intérêt porté sur la singularité du parcours retracé pour l'envisager comme représentatif d'une perspective plus large. C'est-à-dire ici qu'on peut, bien sûr, le parcours de Shabeth, en gros, peut refléter, si vous voulez, le parcours politique de toute l'aristocratie de Koufa. Troisième, bien sûr, facteur, c'est son allégeance politique au pouvoir omeyyade. Son allégeance, sa loyauté, sa fidélité. Donc, ces facteurs lui ont permis d'accéder à la ri'asa et de devenir le chef. Donc, conclusion. Donc, 2000 juste, pour exprimer sa loyauté, donc il a participé à la bataille de Karbala avec les Umayyads contre le Hussein. Il était parmi ceux qui s'opposaient également au mouvement de Khawarj, des chiites, au mouvement de Mukhtar, etc. Donc, ce qu'on peut, une période différente, une période qui s'étale, donc avant, c'est-à-dire tout au long des ans de Khilaf al-Rajda, et c'est-à-dire un deuxième parcours tout à fait différent qui lui distingue pendant la période omeyyade. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed. Et toutes mes félicitations pour nous fait découvrir un personnage changeant. C'est un autre itinéraire. Hein? Merci beaucoup. Alors, nous avons, je pense, prendre entre 10-15 minutes. Simounir, tfadal. Heureusement, Leïla est partie, mais je me permets. Concernant l'anecdote qu'elle a évoquée, l'anecdote du piétinement, du pantoufle, Micro, de la princesse Aïcha, la fille de... Micro, Yamounir. D'accord. La fille de Hussein Bey, qui a été au pouvoir de 1824 à 35. Et Leïla a dit que Aïcha, la nuit de noces, elle a été conseillée par sa sœur aînée de piétiner du mari qui était Shakil Sahbatara.
La sœur aînée, c'était Kaboura, la fameuse Kaboura, la fille de Hussein Bey. Elle était célèbre par sa beauté et il y a toute une légende d'elle, comme quoi elle a été l'amante d'un certain Youssef Mamlouk qui a fait carrière en Algérie. Il est devenu le général Youssef et il racontait à qui voulait l'écouter qu'il était l'amant de Kaboura et qu'il a quitté vers l'Algérie en 1830. Il est devenu d'abord une sorte d'interprète. Il est parti avec, d'ailleurs, avec la complicité de Mathieu de Lesseps, le consul, et son fils, Ferdinand. Et Kaboura, elle n'a pas fait ça, n'a pas donné ses conseils juste, enfin, par solidarité féminine, mais elle avait quelque chose contre Shakil Sa'd-Taba, l'époux, donc le mari de cette Aïcha. Shakil Sa'd-Taba est un personnage très important à cette époque. Cette époque, c'était une époque charnière. C'était l'installation de la puissance européenne, la France, en Algérie, et qui a été comme un tremblement de terre pour le Maghreb, où les remous, les secousses se sont ressentis aussi très bien en Tunisie. Shakil Sa'd-Taba, lorsque je me suis documenté sur lui, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Ahmed Ben Salah. Je crois qu'il y a moyen de faire cette comparaison entre Shakil Sa'd-Taba et sa politique financière, économique, Taqashuf, et justement, Kaboura lui en voulait à cause de ça, parce qu'il avait réduit l'argent pour le harem, mais surtout parce qu'il a évincé son mari. Kaboura était l'épouse de Hussein Fouja Beshmanouk, alias Joseph Sertan. Il a été jusqu'à 1829 l'homme fort de Hussein Bey, mais à cause de l'épuisement du trésor du Bey, de l'État, il a été évincé et remplacé par Shakil Sa'd-Taba. Merci, Mounir Aïchk. Merci. D'accord. Aïchk. On donne la parole à la salle, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, pas de réaction par rapport. C'est ton époque. سي محمد Oui, اذا تسمح لي العربي نجم نتكلم Allez-y, بالجزيرة. brièvement. Allez-y, بالعربي ولا بالفرنسي؟ كما تحب. المداخله نتاعك اثارت في نوع من الهيجان الفكري. لماذا؟ في مستوى، اولا في مستوى المقاربات، قراءة النص، لانه نقرأ النصوص على اساس انها حقائق، والملامح العامة للشخصيات التاريخية ليست بالضرورة ما يقوله النص. في هذا المجال مثلا كتبت أخيرا مقال حول الجو العام في كتاب نشر في ألمانيا حول، هو أهدي للأستاذ هشام زعيد. زعيد قال أشياء عن الشخصيات والأشراف بصفة خاصة. لما رجعت إلى هذه الشخصيات بتزوج الكلام، وجدت في آخر الأمر بأنه أخطأ. كيف يخطأ زعيد؟ أخطأ في المعنى الإيجابي للكلمة، أنه أخطأ لأنه لم يعرف أو عرف تلك الشخصيات بما ليس فيها.
الملامح العامة ليس. وفي هذا تبع فهمتي في كروم في سليف هورس مثلا، وسيرتو مارتن هاينز. وقمت بعملية نقدية لثلاثتهم، لأنه تبين بأنه من سموهم أشراف ليسوا أشرافا بالمفهوم القبلي القديم، هم أشراف في المفهوم الإسلامي الجديد، لأنه الشرف القبلي هو الشرف القديم. ويعرفه فهمتي ابن فقيه المدني بأنه هو الشرف بالآباء، بالآباء، بحيث المقاربة هو أنه عملية صعبة جدا، أنه في كل مرة نلقاه في النص شخصية تاريخية يلزم الرجوع إلى آدم، في كل مرة يلزمنا نعرفوا به فهمتي، يلزم بحث كامل حول الشخصية، بحيث ولا قلت على هو تقريب متداول، تقريب متداول. شكرا. شكرا. لازم شكرا. Allez-y, je vais vous donner. بطبيعة الشرف القديم هو عامل أطروحة كاملة على الشرف. أنا خدمتي أشراف من ظهور الإسلام إلى نهاية القرن الأول الهجرة، دونك وقريت كرون وقريت هاندس وقريت الكل. بطبيعة الشرف هو راي كلمة شرف ذكرت خاصة في الفترة الإسلامية، لكن ديما يعود بالآباء. وفما يعني الشرف هو أساسا يعود للانتماء لشرف الآباء اللي يتوارثوه الأبناء. شرف يعني المرتبط بالنبوة ظهر في القرن الرابع، يعني من نسل النبي تقريبا ظهر في القرن الرابع، وسبقته كل نسميوهم احنا اليوم يعني النقابات، نقابات الاشراف اكسيتيرا اللي بداو يظهروا قبل شويه. لكن دوك لكن هنا يعني حكايه الشرف، وهنا نجموا ندخلوا في برشا تقسيمات فرعيه. شرف بالاباء، وهل دخلت فيه حتى عوامل اخرى باش تاكد الشرف. دوك مثلا نمشيو لقريش، ما عادش فقط بالاباء، دخلت فيه حكايه التجاره. دونك سي ان بروبليم تري كومبليكي باش نرجعوا لمفهوم الشرف. وبعد نتحولوا للسياده وكل شيء اكسيتيرا. انا ديتريش عنده ان ارتيكل تري امبورتون اسمه يتحدث فيه لا نوسيون دو سيد à l'époque préislamique. دونك سي ان ارتيكل تري اكستراوردينير ويتحدث في حكايه هذه. هذا انا ما قلتش العكس، انا قلت انه الشرف راهو يرتبط بالنسب، انا وهذا ايش قلت. لكن شنو فرقت؟ قلت لي في البصره سكنوا خاصه رؤساء القبائل الكبار، ما يلقاش روحه معاه. وسكن في الكوفه البصر، اللي سكنوا في البصر هم اللي جاوا من منطقه البحرين، وراي منطقه البحرين مش البحرين اليوم. البحرين في الفتره الوسيطه تمتد من البصر جنوب الخليج العربي، البصره حتى مضيق هرمز، يعني حتى تقريب للعمان اليوم. هذيك الكل تتسمى البصره. وفما دونك دي كونفيديراسيون تريبال تري امبورتونت، من بينهم تميم، عبد القيس اساسا واسمه هو اسد عمان. هذوما القبائل موجودين على الجولف والسود. دونك هذوك اللي هاجروا بعد الفتوحات ما شاركوش في الفتوحات الاغلبيه، لما شاركوا في الفتوحات راهم سكنوا في الكوفه. وذاك علاش قلت دي فراغمون دو تريبي. الور الاخرين مشاو اوماس بعد ما وهذاك علاش كانت عندهم مكان القبائل في البصره، واللي حرك راهو السياسه في البصره هما رؤساء القبائل، الانتماء القبلي. في الكوفه اللي حرك اساسا الاحداث السياسيه هو فقط العامل السياسي، يعني الموتور هو العامل السياسي. في البصره الموتور هو الانتماء القبلي. وهنا راهو نجموا نتناقشوا بعد كان تحب. Merci beaucoup. Je crois on doit libérer la salle. Hein? Donc, on se voit demain à 9h. Merci beaucoup. شكرا.